Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Jérôme Chaplier, je suis responsable du programme Entreprendre pour les générations futures à la Fondation pour les générations futures. Et donc, au nom de toute l'équipe de la Fondation, je suis absolument ravi de vous accueillir pour cet atelier virtuel, le deuxième de ce double rendez-vous qu'on s'est fixé autour de l'enjeu de la labellisation au service d'un développement soutenable. Alors, même si, comme attendu souvent dans les événements virtuels, l'ensemble des 63 inscrits ne sont pas présents, mais le ratio va continuer à monter, on en est convaincu. On est très heureux de compter sur la présence d'un groupe de participants diversifiés. J'ai quand même vite parcouru ici les personnes présentes et comme souvent lors des rendez-vous qu'on propose, c'est très réjouissant de voir que le sujet ici n'intéresse pas juste le monde de l'entreprise au sens strict, mais tout un ensemble d'acteurs qui gravitent autour, des pouvoirs publics, des étudiants, des personnes issues du monde associatif, etc. Vous le savez sans doute si vous connaissez un peu la Fondation, et Benoît vous le reprécisera dans une minute, dans l'ADN de la Fondation pour les générations futures, il y a cette volonté de mettre au cœur de toute initiative l'intégration des différentes facettes d'un développement soutenable, ce qu'on appelle une approche à 360 degrés, une approche transversale, une approche sans œillère, qui veille à cette prise en compte harmonieuse des enjeux 4P, People, Planet, Prosperity et Participation. Alors, on a eu un zoom sur le label Bicorp ce mardi, et aujourd'hui, c'est sur un autre exemple de cet outil concret qui peut aider l'entrepreneuriat à intégrer ces 4P qu'on va se pencher. Un type d'outil auquel la Fondation croit depuis de longues années, c'est celui de la certification. On est convaincu qu'en s'engageant sur le chemin d'une certification durable, une initiative peut se renforcer dans l'identification de ses impacts, dans leurs mesures, dans leur prise en compte active, dans leur transparence et dans la communication vers les parties prenantes. On est aussi convaincu que la labellisation, elle apporte une contribution pour faire progresser les pratiques à l'échelle d'un secteur, voire de l'ensemble de l'économie. Donc c'est un débat utile certainement, passionnant on l'espère, et pour nous éclairer, on aura trois intervenantes enthousiastes qu'on remercie d'ores et déjà. Je fais juste un mini point technique. Les zoomologues, comme je les appelle maintenant, aguerris que vous êtes devenus depuis plus d'un an, n'en ont sans doute pas besoin, mais je vous partage quelques infos et conseils. D'abord, vous l'aurez constaté, automatiquement, vous avez été mis sur muet. On vous invite à désactiver votre micro, voire votre caméra, et de privilégier pour l'interaction dans ce webinaire le chat. En haut à droite, vous avez une icône affichage qui vous permet de mettre une vue intervenant, qui vous évitera d'avoir en permanence toutes les vignettes et de voir ainsi plutôt un focus de l'image sur la personne qui s'exprime. Vous avez en bas de l'écran l'onglet participants pour voir qui est là. Et via l'onglet converser, vous pouvez échanger, poster vos commentaires, mais surtout vos questions aux intervenants qu'on abordera dans la troisième partie de ce webinaire, qui est enregistré, qui sera disponible en replay. Donc, on va démarrer après un petit mot d'accueil de Benoît de Rennes, par une présentation du label Financité par Lise Dissner, qui est chargée de projet et conseillère juridique chez Financité. On aura ensuite le témoignage de deux coopératives labellisées, Copeos et Novacitis. Ce sera en mode regard croisé. Et puis, on aura une trentaine de minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à déjà poser vos questions pendant les interventions. On les abordera en dernière partie de webinaire. Je passe la parole pour ce petit mot d'accueil et de présentation, de mise en contexte à Benoît de Rennes, qui est donc le fondateur et directeur de la Fondation pour les générations futures. Oui, moi qui je ne suis pas un zoomologue suffisant visiblement, parce que j'oublie à chaque fois d'enclencher mon micro. Merci Jérôme pour cette introduction. Eh bien, juste parce que je vois que une bonne partie de ceux qui sont là aujourd'hui étaient déjà là lors du premier atelier, vous dire combien je suis extrêmement heureux dans ce binôme d'ateliers de pouvoir annoncer qu'un autre partenaire de la Fondation, un fleuron technologique wallon, vient de se lancer et vient d'être accepté dans la communauté Bicorp, qui était l'atelier précédent, qui en quelque sorte concerne la labellisation d'entreprises, on va dire, relativement traditionnelles, plutôt progressivement de plus en plus industrielles. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur cet atelier-ci qui bascule dans les enjeux liés principalement autour de l'économie sociale et solidaire, comme on dit en France,
Mais voilà, en quelques mots, peut-être la Fondation pour les générations futures, pour ceux qui la connaissent moins, une fondation qui est née avec comme ambition de transmettre un monde habitable aux générations qui viennent, et qui pointe le fait que d'une manière ou d'une autre, nous n'en sortirons pas si nous ne sortons pas notre pensée et nos actions du silo intellectuel et d'action que l'on a comme tradition de manière d'agir. Et donc, notre approche, c'est celle de dire il nous faut penser à 360 degrés et que l'on traduit par 4 P, hein, People, Planet, Prosperity, Participation, pour pouvoir à la fois relier les connaissances, relier les individus et pouvoir donc, avec cette manière un peu systémique d'avancer, gérer la complexité. Tout ça s'inscrit bien sûr dans les objectifs de développement durable qui sont nés il y a un peu plus de 5 ans maintenant et qui ont été la continuation de toute la réflexion sur le monde durable que nous pouvons attendre de nos voeux. La Fondation a décidé de se limiter à 4 leviers, enfin se concentrer sur 4 leviers stratégiques pour aider à transformer ce monde à 360 degrés. Le premier, c'est d'aider à penser ce monde à 360 degrés. Et donc, certains d'entre vous, ou la plupart, j'espère, connaissent notre programme académique qui s'adresse aux jeunes diplômés, aux enseignants et aux chercheurs, et qui aujourd'hui possède, ne fût-ce que comme élément visuel de ce que l'on met en œuvre, 9 prix de master et un prix de thèse doctorale. Ce programme nous implique dans les 6 universités et dans 22 hautes écoles aujourd'hui, en croissance chaque année, aussi bien en termes de quantité de prix que d'action sur le terrain dans les ateliers auprès des jeunes. Le deuxième grand levier stratégique, c'est de penser et surtout d'aider à faire émerger une économie basée sur l'entrepreneuriat à 360 degrés. Et c'est tout le programme que pilote Jérôme, dont il vient de parler tout à l'heure, et qui nous permet d'agir à différents moments clés de la vie des jeunes. Troisième levier stratégique important, il nous semble, ça a été celui de, en tant que fondation, d'investir financièrement une part non négligeable de notre patrimoine, qui est en croissance annuelle grâce à nos donateurs, de l'investir de manière à ce qu'il soit à impact prioritaire et bien sûr, évidemment, pour le reste, à ISR très dur, très vert foncé, comme on dit. Mais aussi à créer du débat public, comme on a pu le faire par le passé, à travers notamment un grand moment qui a été notre premier sommet des générations futures autour du pouvoir transformateur de l'argent. Et enfin, un quatrième levier, en tant que fondation d'utilité publique, c'est d'être une plateforme philanthropique qui permet d'orienter la générosité de donateurs et de mécènes pour les aider à structurer leur manière de donner dans cette perspective à 360 degrés. Alors, nous voulons agir à 4 moments clés de la vie des jeunes. Et donc, c'est pour ça que nous avons développé des outils de soutien à des jeunes, aussi bien au moment où ils sont jeunes diplômés ou encore chercheurs ou jeunes chercheurs, et c'est tout le programme académique ERA. Ils nous aident à penser le monde de demain qui doit advenir. Très vite aussi, et grâce à l'appui de certains mécènes comme le fonds Vanet ou d'autres partenaires publics, par exemple, l'idée d'aider au prototypage de ces idées, de ces réflexions que les jeunes portent et de financement de prototypes de ces jeunes étudiants entrepreneurs en phase de décollage ou de tentative de concrétisation de leurs idées. Grâce à d'autres mécènes, et comme par exemple à travers le fonds SENS ou le fonds ITER ou la Fondation Eurofins qui nous partagent des moyens, l'idée de soutenir ceux qui bâtissent, qui concrétisent des startups ou des initiatives soutenables très tôt dans les modes de financement. Et enfin, dernier mode d'action, c'est de soutenir la consolidation, le scaling up d'un certain nombre d'initiatives d'entrepreneurs sociétaux à travers notamment notre patrimoine, tout ça faisant progressivement une communauté des générations futures qui grandit chaque année. Donc ça, c'est la manière dont nous avons, souhaité agir au cours de l'évolution de la Fondation. Pour revenir sur l'atelier d'aujourd'hui, tout simplement ramener 4 éléments clés pour les doubles ateliers que nous sommes en train de vivre. Pour nous, il s'agit de mieux comprendre comment certaines certifications qu'on a choisies avec
avec parcimonie, peuvent ancrer notre vision 360 degrés pour booster et généraliser cet entrepreneuriat soutenable. On a choisi de zoomer sur 2 labels très complémentaires et particulièrement intégrateurs, avec l'atelier sur Bicorp de mardi passé et celui d'aujourd'hui sur le label Financité, parce qu'ils abordent les choses au niveau de toute l'entreprise, pas seulement d'un produit ou d'un service. Et ce qui est rare et précieux, ils offrent une large panoplie de réflexion et d'analyse des différentes dimensions d'un développement durable. Bien sûr, il y a toute une série d'autres types de labellisation qui sont tout à fait complémentaires, qui sont plus ciblés, qui sont approfondis sur un sujet comme par exemple des bilans carbone. Mais évidemment, ici, notre ambition, c'était de viser des labels très intégrateurs. Alors, ces labels sont privés, c'est une évidence. Nous pensons qu'ils peuvent tracer une voie, en quelque sorte, en matière de progrès social, environnemental, économique, de gouvernance, vers des règles qui, selon nous, pourraient s'appliquer à beaucoup plus d'acteurs et, si possible, à tous les acteurs à l'avenir. Ils ont donc un rôle de pionnier et de mobilisation. Et finalement, ils doivent inspirer les pouvoirs publics en matière d'exigences et de normes de base. Alors, plus spécifiquement pour le label Financité, pour nous, c'est une marque de reconnaissance qui compte énormément. Tout d'abord, bien sûr, par son approche à 360 degrés pour l'ensemble des organisations qu'elle labellise. On est bien conscient que l'enjeu d'une finance solidaire et du financement de l'économie sociale en général est un enjeu de taille et que pour aider à son changement d'échelle, il faut un certain nombre d'outils et ce label Financité peut clairement en faire partie. Il est surtout aussi très original parce qu'il souligne les efforts sociétaux des entreprises et la responsabilité sociale des produits financiers qu'elles émettent. Avec bien sûr l'affirmation des 6 principes pour l'investissement responsable tels que l'ONU les a présentés. C'est aussi pour ça que nous avons soutenu régulièrement et depuis très longtemps d'ailleurs pour certaines, des institutions de financement qui offrent des solutions de financement adaptées aux besoins de l'économie sociale et de l'éthique du secteur de l'économie sociale et qui elles-mêmes sont labellisées. Je ne prendrai comme cas que le plus ancien d'entre elles pour nous, il s'agit de Credal, mais aussi de Newbie, de Fincobon, de FBOM en Flandre. Et pour nous, c'est important d'être à la fois dans le soutien aux initiatives qui sont labellisées et puis tout compte fait à ceux qui sont les outils financiers de ces initiatives qui doivent se déployer. C'est évidemment un processus exigeant qui trace la voie d'une économie profondément au service de l'humain et respectueuse de notre environnement, cette combinaison étant évidemment essentielle. Il nous semble aussi que ce label, tel qu'il s'est déployé autour de l'économie sociale, ce label Financité, c'est aussi un témoin de la diversité, du dynamisme du secteur de l'économie sociale, de sa capacité d'innovation et bien évidemment bien au-delà des clichés traditionnels. Et alors un tout petit cocorico, parce qu'on a fait le travail entre nous pour vérifier, on s'est rendu compte que 20% des labellisés Financité sont soutenus par la Fondation depuis que la Fondation a commencé son action. Et je ne prenais que quelques exemples, soit financièrement, qu'on est soutenu financièrement, ou bien comme initiative primée. Je ne prendrai comme exemple que Urbike, les Green New, la Fernopilif et Ecopower. C'est évidemment pour nous une logique, c'est quelque chose qui est profondément logique dans la manière de fonctionner à la Fondation. Voilà, en tous les cas, un très bon atelier. Merci beaucoup Alice, Caroline et Catherine de nous avoir rejoints et de pouvoir nous présenter plus concrètement et l'esprit et surtout la concrétisation des choses. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent atelier. Merci Benoît. Et après cette introduction, commençons ce zoom, ce décryptage du label Financité. Lise va nous partager les ambitions, les contours de ce label avant que l'expérience de Nova Cities et de Copeos permette de l'illustrer encore plus précisément. Lise, c'est à toi. Voilà, je prends la parole. Bonjour. Bonjour, tout d'abord, merci à la FGF pour cette invitation qui nous permet de rentrer plus en profondeur et de vous présenter à toutes et à tous le label Financité et Fairfin.
Donc, tout d'abord, je vais parler un petit peu de Financité pour nous situer. Financité, nous sommes une ASBL qui existe depuis 37 ans maintenant. On est un mouvement pluraliste. Si je peux t'interrompre, Lise, je Oui, pense que dans vos dis-moi. partages d'écran, Oui, on voit les deux ok. diapositives. Ok, attends, je Peut-être le vais mettre d'une alors manière à ce qu'on voit. faire autrement. Ça sera mieux, excuse-moi. C'est pour le confort visuel à Mhm. l'écran pour tout le monde. Là, je vais repartager du coup. Ça fonctionne toujours pas comme il se faut. Hop. Alors. Hum, hum, hum. Je suis désolée. Ça ne marche pas, on continuera comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, diaporama. Hum, hum. C'est toujours les aléas En du plus, direct. Quand on a fait un test on tout a à fait le l'heure, test, ça ça marchait fonctionnait. parfaitement. C'est toujours comme ça. Misère. Alors, je vais faire autrement. Un petit moment. Je remets mon diapo de ce côté-ci. Je vous prends un peu par là. Et on recommence l'exercice. Écran partagé, ça devrait fonctionner. Voilà. Est-ce que c'est bon? En effet, on l'a en plein écran. Ah, magnifique. Donc, désolée pour ce petit contretemps. Je recommence. Donc, Financité, nous sommes un mouvement pluraliste et notre objectif, c'est promouvoir une vision complète de la finance responsable et solidaire pour contribuer à une société plus juste et plus humaine. Elle n'a pas eu de vue, la meuf. Hein. Ou Et alors elle est comme... sur ah, on entend quelqu'un en arrière-fond. Et j'invite chacun à couper son micro. Merci. Et donc, comme Benoît le disait, nous nous inscrivons vraiment au sein de l'économie sociale dont nous respectons les principes. Et je pense qu'en introduction, c'est bien de répéter ou représenter pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que recouvre l'acception économie sociale. L'économie sociale reprend toute une série d'opérateurs économiques qui vont respecter dans leur mode de fonctionnement et dans leur ADN toute une série de principes. Ces principes, lesquels sont-ils? Et le premier principe, c'est de viser en premier le développement du travail et de l'entreprise plutôt que la recherche de profit ou de dividendes à tout prix. Second principe, c'est le principe de l'autonomie de gestion. On ne retrouvera au sein de l'économie sociale que des sociétés, des entreprises qui sont déliées de tout rapport de force ou de domination par les pouvoirs publics ou par d'autres grosses entreprises. On retrouve aussi des entreprises qui ont pour objectif de servir leurs membres, la collectivité et les parties prenantes au sens large. Très important, des entreprises qui ont en leur sein un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire qu'un homme, une femme bénéficient d'une voix égale au sein des organes décisionnels, peu importe le capital qui est apporté. Et ensuite, ce sont des entreprises qui vont s'inscrire dans un développement durable et respectueux de l'environnement. Donc, on va vraiment agir pour promouvoir la finance solidaire et le label de finance solidaire développé par Financité a vraiment pour objectif d'atteindre cet objectif. De quoi on parle quand on parle de finance solidaire? L'objectif de la finance solidaire, c'est de fournir, moyennant une rémunération limitée et sans visée de spéculation, de l'argent pour réaliser des opérations économiques. Ces opérations économiques présentant une réelle plus-value, une valeur ajoutée pour l'humain, pour la culture, pour l'environnement. Et l'objectif, in fine, c'est de favoriser le développement du bien commun, la cohésion sociale et la gouvernance démocratique. Donc, on est vraiment au sein d'une finance qui va apporter de l'argent avec une visée vraiment sociétale derrière. L'argent va être un levier pour poursuivre des objectifs sociétés. Sur la gauche, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une description de l'ensemble des activités que Financité mène pour justement rendre visible cette finance solidaire. Ça va de l'accompagnement des entreprises pour monter leurs produits financiers jusqu'à de la dissémination et la mise en contact d'investisseurs
d'investisseurs et d'entreprises qui proposent à des particuliers d'investir chez eux pour pouvoir lever du capital nécessaire à mettre en place leurs activités. Non, je suis dans le mauvais sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le label de finance solidaire, Financité Fairfin? L'objectif du label, c'est de certifier qu'un financement, donc un flux financier, va arriver au sein d'une société et qu'il va être utilisé pour opérationnaliser réellement des projets d'économie sociale, donc des projets qui vont respecter tous les critères que j'ai abordés précédemment. Pour obtenir le label, on va regarder 5 dimensions distinctes. Quel est le type de financement qui souhaite obtenir le label? J'y reviendrai après. Est-ce que vraiment on a un critère solidaire au niveau des actions qui vont être financées? Quelle est la démarche socialement responsable de l'entreprise? Est-ce qu'on a une transparence suffisante par rapport à ce qui est proposé? Et est-ce que le produit financier proposé, in fine, a des coûts qui sont acceptables pour l'investisseur? Ça, c'est les 5 dimensions. Alors, un bref historique, en fait, le label, il existe, il a démarré en avril 2015, mais il est issu d'un long processus de collaboration, notamment avec d'autres parties prenantes en France, en Espagne, parce qu'il y a d'autres labels similaires qui existent, notamment en France et en Espagne. Et ici, vous voyez que c'est les labels de finance solidaire. Le premier date de 95, il a émergé en France. Et donc, nous, on s'est inscrit dans un processus de conception qui a abouti depuis maintenant 2015 à l'existence de notre label. Jusqu'il y a peu, jusqu'à hier, on menait le label en partenariat avec un partenaire néerlandophone qui s'appelle Fairfin, mais à dater d'aujourd'hui, Fairfin prend son envol et donc le label devient le label de finance solidaire qui est pris en main par Financité de manière indépendante. Voilà. Alors, je reviens aux critères pour obtenir le label. On va examiner quel type de financement souhaite obtenir le label. Pour le moment, on a 121 produits qui sont labellisés et on parle généralement de parts de coopérateurs qui vont être proposées à la souscription au public ou d'obligations qui sont émises soit par des ASBL, soit par des coopératives. Ce sont vraiment des produits financiers qui vont être mis en appel public à épargne. Une entreprise, ASBL, coopérative, recherche du financement et elle va aller le chercher directement auprès d'autres organisations et de citoyens qui vont prendre une part de capital ou faire un prêt sous forme d'obligation. Donc après, on va voir si toute une série de critères relatifs à la solidarité sont rencontrés. On va examiner les objectifs poursuivis par le financement, quels sont les domaines financés, si on est bien dans le respect des principes de l'économie sociale, si la structure bénéficie de différents agréments publics pour examiner si les critères de solidarité sont rencontrés. On va examiner où la structure place elle-même son argent et ses liquidités pour voir si elle-même s'inscrit dans une démarche responsable par rapport à ses propres investissements. Un volet très, très important, c'est qu'on va aller examiner vraiment la transparence au niveau du financement. Est-ce que l'investisseur aura en main l'ensemble des éléments dont il a besoin pour pouvoir prendre une décision d'investissement en connaissance de cause? Ça, c'est essentiel et il y a un gros travail d'examen sur la transparence parce que bien que nous ne validions pas au niveau du label la performance économique du produit financier qui est proposé, il faut néanmoins que tous les éléments soient donnés pour que l'investisseur puisse se faire une idée du risque et du produit qui est proposé. Et ensuite, un petit élément, mais qui est marginal, il faut que le produit financier soit proposé à des conditions qui soient au moins égales ou inférieures au prix du marché pour d'autres produits financiers similaires.
Au sein du label, il existe une mention spécifique que les entreprises peuvent solliciter et qui va aller récompenser un effort complémentaire que l'entreprise ferait au sujet de la manière dont elle aborde sa relation à l'énergie. C'est la mention énergie durable. Cette mention, elle est née d'un partenariat avec l'APER, l'Association de promotion des énergies renouvelables, qui gère ce volet-là du label, et la mention énergie durable va être octroyée aux entreprises qui vont prendre des engagements dans le domaine de l'énergie et du climat. Il faudra que, par exemple, l'entreprise ait une fourniture d'électricité 100% verte et coopérative, qu'elle soit dans une démarche d'autoproduction de l'énergie ou qu'elle investisse dans un outil de production durable d'énergie. Est-ce qu'ils compensent le CO2, par exemple? Est-ce qu'ils ont des actions de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie? Est-ce qu'ils suivent une comptabilité énergétique? Donc, tous ces éléments sont examinés par l'APER. Il y a un critère de pondération entre les différents éléments, et à partir d'un certain niveau d'atteinte des différents volets, alors la mention énergie durable est accolée au processus de labellisation. On a à peu près un tiers des labellisés qui ont également obtenu la mention énergie durable. Alors, quelles sont nos spécificités par rapport à d'autres types de labels qui pourraient exister ou d'autres types de structures qui se positionnent au niveau du financement des entreprises? Nous, on est le seul label de finance solidaire en Belgique, donc qui cible vraiment le flux financier jusqu'à son arrivée pour financer l'économie sociale. C'est vraiment ça le pivot. Il y a des labels similaires, je disais, en France et en Espagne. Et ce qu'on va labelliser, c'est vraiment le financement. Et on ne labellise pas les entreprises, mais on labellise vraiment le flux financier qui va de l'investisseur aux opérations économiques qui sont mises en place grâce à l'argent qui a été levé. Je regarde un petit peu. Voilà. Brièvement, comment ça se passe, le processus de certification du label? Benoît l'a dit, on est un label privé. C'est Financité, là il est indiqué Fairfin aussi, mais désormais ce sera uniquement Financité qui instruit les dossiers, les équipes de Financité, mais c'est un comité externe à Financité qui va donner son avis. Il est composé de 8 membres qui sont justement des personnes qui ont une grande expérience dans le domaine de l'économie sociale et de l'accompagnement d'entreprises d'économie sociale. Et le comité du label rend son avis. L'avis est soumis ensuite au conseil d'administration de Financité qui suit ou non l'avis, et ensuite la labellisation est octroyée par le conseil d'administration de Financité. L'ensemble du processus prend environ 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Il y a actuellement, il y en a plus. Là, on a des chiffres à fin 2020, mais on a 71 structures qui ont obtenu la labellisation de produits financiers. Voilà, on parle de la plus ancienne structure à 51 ans, la plus jeune, ce sont des startups. Et donc, les produits, comme je disais, sont principalement des parts de coopérateurs, donc des actions au sein de coopératives, et on a aussi des obligations qui sont émises soit par des ASBL, soit par des coopératives. On voit que depuis la création du label en 2015, l'encours du label, c'est-à-dire l'argent, là c'est un cours cumulé qui est investi au sein des ASBL et des coopératives qui ont des produits labellisés, n'a fait que croître, et on est à plus de 400 millions d'euros investis dans des entreprises qui ont des financements labellisés ici à fin décembre 2020. Et on voit un peu la répartition entre les ASBL et les sociétés à finalité sociale. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que je ne voudrais pas manger trop de temps. On voit aussi que les secteurs d'activité sont assez divers. On a évidemment des entreprises qui ont des produits labellisés dans le domaine des énergies renouvelables, l'alimentation, l'immobilier social, la mobilité, la finance, l'agriculture, donc les médias. C'est fort varié. Et ici, j'ai repris une série de logos. Ils n'y sont pas.
pas. Il y a peut-être certaines de ces entreprises qui vous parlent et qui ont toutes labellisé des produits d'appel à l'épargne et il y en a de nouvelles ici. Je pense que depuis qu'on a fait cette slide-là, on a eu déjà depuis début 2021, on a 8 nouvelles structures avec des produits labellisés. Et voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps de parole et je serais ravie de répondre à des questions si vous avez des questions sur ma présentation un petit peu plus tard. Et je vais tout de suite arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse se voir mieux. Voilà. Merci Lise pour ce panorama très complet et merci doublement d'avoir fait une petite incartade à ton début de vacances pour nous rejoindre. Je pense que personne chez toi ne t'en veut pour ça. Voilà, je propose de passer à cette deuxième partie qui va être de croiser les regards de deux personnes qui ont vécu en première ligne l'expérience de cette labellisation et d'apporter un peu leur partage de vécu par rapport à ça. Nous avons donc deux coopératives présentes aujourd'hui, issues de secteurs très différents. On a Novacitis, qui est une coopérative d'acteurs en économie solidaire, qui, forte de ses 221 coopérateurs, se veut un moteur pour mobiliser des ressources humaines et financières afin de construire un patrimoine commun de biens et de ressources qui bénéficient à tous. Novacitis crée notamment des projets immobiliers coopératifs et développe des entreprises coopératives moteurs de la transition. Et Novacitis est représentée par sa cofondatrice et directrice, Catherine Ansoul. Et on a Coopéos, qui est une coopérative active dans l'installation, la maintenance et le financement de chaudières biomasse. Elle valorise des déchets en bois locaux pour chauffer des entreprises et des collectivités. Et enfin, elle sensibilise les citoyens autour des enjeux des énergies renouvelables et de l'économie durable. Elle est représentée par sa cofondatrice et administratrice déléguée, Caroline Lambin. Catherine, c'est à toi que je m'adresse en premier. Compte tenu des enjeux identifiés par Novacitis, qu'est-ce qui à un moment vous a motivé à vous lancer dans ce processus de certification? Qu'est-ce qui a été le déclencheur, le moteur? Et pourquoi avoir choisi un label tel que Financité? Pourquoi avez-vous considéré que c'était le bon moyen d'avancer vers cette ambition? Oui, donc bonjour. Novacitis s'est un peu agrandi depuis les 221, puisqu'on est plus de 370 et ça augmente un peu tous les jours. Et oui, ça a changé un petit peu. La particularité de Novacitis, c'est qu'à l'initiative, il y a vraiment des acteurs qui sont, dont on a vu certains qui étaient présentés dans le slide par Lise de Financité, qui sont déjà des acteurs forts inscrits en économie sociale dans la région de Liège principalement, mais aussi en région wallonne. Et ces acteurs sont très, très impliqués déjà depuis de nombreuses années à l'application des modèles de l'entrepreneuriat social avec toutes les notions de gouvernance, d'enjeux, qu'ils soient sociétaux, économiques, mais aussi environnementaux. Et donc, l'initiative de participer, en tout cas de soumettre la coopérative Novacitis au label Financité, Fairfin, était inhérent en fait à la création de Novacitis, en fait. Donc, c'est vraiment dès le départ de la création de la coopérative que la candidature, puisque c'est un principe de candidature et de proposition à un jury, dont certains acteurs sont connus du domaine de l'économie sociale, puisque dans les acteurs, je vois encore dans le conseil de jury que vous avez SAWB, qui est quand même présent sur Bruxelles, mais aussi en Wallonie. Vous avez le groupe STEP, qui est plus lié à la région de Liège. Et en fait, donc, c'est contribuer à un écosystème, et comme Benoît de Rennes l'a souligné, à des acteurs qui s'engagent dans une vision, mais qui s'opérationnalisent aussi très concrètement dans des engagements de gouvernance, de façon de fonctionner en tant qu'entreprise, puisque nous sommes une entreprise coopérative, mais aussi dans des critères liés au mode de financement, puisque le financement coopératif se fait avec aussi un capital variable, donc la capacité de certains acteurs d'entrer dans le capital, et d'avoir aussi donc des éléments qui soient dédiés à des enjeux sociétaux, environnementaux et économiques. Et le principe d'avoir des acteurs qui sont des tiers, qui cautionnent ou qui valident le fait qu'un acteur entre bien dans une dynamique globale, contribue en fait à constituer collégialement un écosystème qui soit crédible aussi aux yeux de tiers qui souhaitent y contribuer, le soutenir et y participer.
Merci Catherine. Je me tourne vers Caroline avec une question un peu similaire. Pour Copeos, en quoi il y a eu un moment d'où est née cette envie d'entamer un processus de labellisation avec Financité? Bonjour à tous. Nous, donc, on est labellisé depuis 2018. Donc 2018, c'était à peu près 2 ans après la création de Copeos. On avait en fait atteint un plafond. On avait convaincu toutes les personnes dans notre réseau, dans nos connaissances, et le développement de Copeos, le développement de nos activités nécessitait qu'on élargisse ce réseau. Et qu'on s'adresse donc à des personnes qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas et qui doivent faire un choix parmi un nombre presque infini d'options pour pouvoir investir dans des projets. Et donc, il fallait que ces personnes puissent avoir confiance en Copeos. Et donc, un label nous permettait finalement d'offrir cette garantie et apporter la crédibilité que des personnes qui souhaitent s'impliquer dans un projet puissent soi-même de demander. Alors, pourquoi Financité? Le label Financité, pour nous, c'était vraiment une évidence. Parce que dans notre fondement, dans notre raison d'être, on voulait être un levier de changement vers une société plus durable, plus participative et plus équitable, et avoir donc un impact positif à tous les niveaux. Donc, on parlait des 4 P, je crois, ou les 3 piliers du développement durable, ou les 4 piliers du développement durable, et que il semblait que c'était le seul label en Belgique qui était vraiment complètement dans cette optique-là et complètement aligné sur nos valeurs et le fait vraiment que les entreprises ont un vrai rôle sociétal global à jouer. Puisque le label regarde, on l'a vu, plus que les aspects purement financiers, mais sociaux, de gouvernance, de transparence, etc. Et puis pour nous, c'est vrai qu'il y avait la mention énergie durable aussi, donc avec l'impact environnemental. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment cohérent et qui va vraiment tout à fait dans le sens de ce que l'entrepreneuriat devrait être selon nous. Et c'est vrai que pour nous, c'était aussi l'objectif de pouvoir participer à ce mouvement global de l'entrepreneuriat durable, puisque j'imagine que un des objectifs du label, c'est donner plus de lisibilité, renforcer l'entrepreneuriat durable, et on était content de participer à ce mouvement global. Merci. J'en profite pour signaler, certains ont déjà commencé à le faire, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, on ne va pas y répondre directement, mais il y aura un temps prévu, on vous l'assure, pour en dernière partie du webinaire y répondre. Je reste un peu avec toi, Caroline. Le processus, alors évidemment, c'est un processus qu'on fait en équipe. Comment le processus de certification de Copeos s'est déroulé? Lise nous a dit que c'est un processus qui pouvait aller relativement vite. On a parlé dans l'autre label avec Bicorp que ça pouvait prendre jusqu'à 1 an. Ici, on est sur un processus plus court. Quels ont été un peu les éléments clés de ce chemin vers la labellisation? Ça a été assez fluide en fait. Donc nous, il y a le label Financité et il y a la mention énergie durable. Donc c'est vrai qu'au niveau du label Financité, donc on a complété un formulaire effectivement qui évalue l'entreprise de manière générale sur les différentes dimensions qui ont été évoquées et le produit financier en tant que tel, voir ce qui sera fait finalement, ce qui est fait avec cet argent. Et c'est vrai que comme on est complètement dans l'esprit en tout cas du label et que ça s'est fait assez facilement, et c'est vrai que dans la rédaction de notre dossier, il y a eu quelques allers-retours avec Financité. C'était pas comme un examen où on perd ou on gagne. Il y a une construction mutuelle où il y a eu des demandes d'éclaircissement, etc. Et donc, nous, on a 3 produits labellisés. Donc, on a les parts de coopérateurs et 2 produits d'obligation sur 10 ans et sur 15 ans.
Et puis alors la mention énergie durable, là c'était aussi un formulaire à compléter et qui portait principalement, comme on l'a vu, sur le souci de l'entreprise par rapport à son impact environnemental. Donc voilà, mais un processus assez simple et assez fluide. Merci. Si on se tourne vers l'expérience de Nova Cities, est-ce que dans ce processus, alors est-ce que vous l'avez aussi trouvé finalement assez fluide, assez direct, mais par ailleurs, pour compléter la question, est-ce que vous voyez des facteurs de réussite, des éléments qui font que le processus a pu être relativement facilement mené à terme? Éventuellement, du coup, le revers de cette question, c'est ce que dans un processus comme celui-là, à un moment, on rencontre des difficultés, comment vous les avez surmontées? Facteur de réussite, peut-être aussi élément de difficulté pour Nova Cities. Mais comme je le mentionnais, Nova Cities a été créé par beaucoup d'acteurs. Fondamentalement, on est au moins au départ rien que 8 acteurs dans l'économie solidaire, dont Financité, qui est à l'origine du label Fairfin. Et donc, nous avions déjà dans ces acteurs des membres qui connaissent très bien ce type de processus. Donc, on va dire que le processus s'est fait de façon très efficace, très rapide. On n'a pas eu, nous, d'aller de retour parce que je pense qu'on avait vraiment aussi une connaissance du préalable des questions et du mode de fonctionnement de ce type de label. Et dans les échanges avec Financité, qui a une équipe en place qui connaît très bien aussi son job et qui a donc un suivi qui est très efficace. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas de difficultés rencontrées. Et les enjeux sont, comme on l'a déjà mentionné ici, principalement de donner un retour à des acteurs qui voudraient contribuer au financement de coopératives ou d'initiatives de vocation d'économie solidaire, avec une finance solidaire. Et donc, les questions portent essentiellement sur l'entreprise, ses finalités sociales, mais aussi l'usage des parts de coopérateurs, puisque chaque coopérateur qui passerait sur la plateforme Fairfin pour observer qui a cette labellisation a donc une assurance qu'il y a eu au moins un échange et un audit de la composition du capital et des finalités d'initiative. Donc pour moi, c'est aussi cet enjeu-là qui est majeur, surtout pour des tiers qui voudraient investir dans des coopératives ou dans des entreprises qui s'engagent donc sur cette dynamique globale. Merci. Donc, heureux d'entendre des deux côtés, ça a été un processus relativement fluide. Évidemment, l'ADN de vos projets y contribuait certainement. Alors, on sait que la labellisation, c'est à destination de l'externe, hein, on en a parlé, la confiance, la transparence, rassurer. Mais évidemment, ça peut aussi avoir des effets internes. Alors, je me tourne vers Caroline. Est-ce que le fait d'avoir eu cette labellisation, est-ce que l'exercice un peu d'introspection que ça amène, a pu aussi à un moment changer ou renforcer des choses dans la gestion de la durabilité? Est-ce que ça a fait progresser éventuellement sur certaines dimensions du travail, de la gestion de Copeos? Eh bien, pas vraiment. Non, non, parce que comme je le disais, on est vraiment 100% aligné, c'est vraiment dans notre ADN aussi. Donc, c'est ça aussi dans les facteurs clés de succès. On n'a pas dû tordre à un moment les choses ou adapter pour pouvoir rentrer dans le label. On a été labellisé tel qu'on est, comme on est. Donc, voilà, ça n'a pas... Après, ça ajoute ajoute à tout ce qu'on a déjà et qui fait en sorte qu'on va dans cette direction-là. Mais voilà, on n'a pas dû se changer ou changer pour pouvoir être labellisé. Maintenant, c'est clair que, comme je le disais, ça a apporté vraiment de la crédibilité. C'est vraiment ça que l'on recherchait. Et que donc, voilà, des gens qu'on ne connaissait pas du tout investissent 5 000, 10 000, 50 000, même 100 000 euros dans notre coopérative. Et donc, ça permet vraiment à la coopérative de se développer puisqu'on a beaucoup de besoins de capitaux parce qu'on investit constamment dans de nouveaux projets.
Et donc, sans ces investisseurs, sans ces citoyens qui investissent dans nos projets, ben, on serait vraiment coincés, quoi. Donc, voilà. Et peut-être du côté, on voit pas mal de similitudes entre vos processus. Est-ce que du côté de Novacitis, il y a eu aussi ça a amené des réflexions, des évolutions de pratiques ou peut-être parfois des confirmations de certaines pratiques, le fait d'avoir ce travail, ce cheminement vers la labellisation? Est-ce que, par exemple, vous êtes doté de certains tableaux de bord pour pouvoir faire le suivi dans la durée, etc.? Alors ça, c'est effectivement non pas seulement lié au label Fairfin Financité, c'est lié aussi à la volonté de Novacitis de s'inscrire dans la capacité de communication et de transparence et d'échange avec nos coopérateurs, qui sont aussi des personnes physiques, mais des organisations. Et donc la notion de contribuer à un label qui pose certaines questions, qui met en avant certains critères, qu'on parle de gouvernance, qu'on parle de finalité, s'inscrit dans Novacitis dans son ADN initial, puisqu'on a une charte éthique en fait dans la Constitution et qui est inhérente au statut de la coopérative, au-delà de sa mission et de son objet social, qui est de créer effectivement principalement un lieu qui sera une dynamique dédiée à l'entrepreneuriat en transition et l'économie solidaire et des acteurs d'économie sociale aussi. On a donc une charte éthique qui donne aussi déjà des critères qui peuvent aussi être une interface importante dans la communication à nos coopérateurs. Nous pensons d'ailleurs même la développer davantage et avoir un principe de cahier des charges dans lequel on se réinscrirait avec d'autres acteurs du secteur pour constituer un schéma plus global dans lequel la notion du label s'intégrerait, mais contribuerait donc à une démarche plus poussée qui traduira aussi l'activité même de Novacitis. Et encore une question, et puis on va bientôt passer à l'interaction avec les participants et aux questions soulevées. On sait qu'un label existe dans un écosystème d'autres outils, des outils d'évaluation, des outils de reporting, à l'SDGs. Est-ce que vous avez pu tester, voir de la complémentarité? Est-ce que vous faites vous-même l'utilisation d'autres outils, d'autres référentiels en parallèle avec ce label? Qui ça, nous? Oui, pardon, Catherine, oui, pardon. Oui. Mais c'est une réflexion qu'on a en cours, et d'ailleurs avec certains membres de Financité, certainement de la Fédération Génération Future, mais aussi d'autres acteurs comme SAWB et d'autres acteurs qui ne sont pas du secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est effectivement avoir une démarche de ce type-là. C'est de l'intégrer au-delà d'un label précis, qui a un objectif précis avec un target spécifique. Par exemple, ici, c'est d'avoir une visibilité d'interaction avec des personnes qui seraient des potentiels coopérateurs ou actionnaires d'une nouvelle initiative ou qui souhaiteraient participer à une émission d'obligation. Il s'agit vraiment d'un enjeu plus global et je pense que c'est le bon moment de se pencher sur ces questions. Donc la réponse est oui. Puisque ça s'intègre dans des éléments plus génériques et qu'il s'agit aujourd'hui, plutôt que d'avoir un essaimage des différents outils, d'en voir aussi l'axe vertébral et sa cohérence globale et qui soit assez large pour inclure justement les différents points spécifiques que seraient la gouvernance, les enjeux, les modes de fonctionnement, l'utilisation aussi des ressources, qu'elles soient humaines et qu'elles soient aussi financières. Et puis, on va parler des impacts alors. Là, c'est plutôt l'output, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, vers quoi on tend et à quelle période, en fait, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif. Donc, c'est une concordance entre des outils qui existent déjà, une espèce de manifeste, un cahier des charges plus global, mais aussi des éléments opérationnels. Évidemment, les SDG existent depuis fort longtemps. Hein, et donc, l'idée, il y a un enjeu qui nous semble intéressant pour le secteur, c'est de créer une concordance avec les différents outils et de ne pas réinventer la roue, mais au contraire de les utiliser conjointement. Merci. Je propose, pour ne pas trop dépasser le timing, il nous reste une grosse vingtaine de minutes, 25 minutes, de passer aux interactions avec les participants. Alors, il y avait un ensemble de questions qui avaient été posées par certains via le formulaire d'inscription. Il y a des questions qui ont été soulevées dans le chat. N'hésitez pas
en rajouter d'autres. La première, elle était pour Lise. C'est une question, vous l'avez sans doute vu dans le chat, je répète tout comme ça, on a l'enregistrement pour le replay. Quels sont les mécanismes, quels mécanismes de gouvernance solidaire sont nécessaires pour être labellisés Financité? Peut-être Lise, et puis peut-être entendre Catherine ou Caroline sur l'expérience que vous avez faite justement de cette gouvernance solidaire au sein de coopératives. Alors, le volet gouvernance solidaire qui doit être assuré afin de bénéficier du label, c'est que l'entreprise doit fonctionner sur le principe un homme, une femme ou une entreprise, une voix. Donc, vraiment un principe de fonctionnement démocratique. Au sein des ASBL, c'est assez simple puisque chaque membre dispose d'une voix égale, mais au sein des sociétés, il faut qu'au niveau des statuts et puis évidemment de la manière dont la vie s'organise au niveau de la société, il y a effectivement un actionnaire a une voix et chaque actionnaire a une voix, quel que soit le montant de capital qu'il a investi. Et ce principe de gouvernance solidaire se répercute aussi au niveau du conseil d'administration où on va examiner si l'ensemble des actionnaires, et s'il y a différentes catégories d'actionnaires, chaque catégorie d'actionnaires distincts a effectivement le droit d'exprimer sa voix au sein du conseil d'administration. Donc, on vérifie ce principe de gouvernance démocratique au sein des deux organes principaux qui sont évidemment l'Assemblée générale et le conseil d'administration. Et donc, de facto, les entreprises qui ont des produits labellisés actuellement sont des coopératives parce que c'est la forme juridique qui permet évidemment le mieux à ce principe de s'exprimer, même si par le passé, on a eu une société anonyme à finalité sociale, donc qui intégrait ces principes dans son mode de fonctionnement, qui a aussi pu obtenir le label, mais malheureusement, cette forme de société n'existe plus désormais. Voilà. Merci. Je me plonge dans des questions qu'on avait reçues. N'hésitez pas à alimenter le chat avec d'autres questions. En préalable à cet atelier, un participant avait posé la question de la communauté des entreprises certifiées. Dans quelle mesure, en fait, en rentrant dans ce label, vous rentrez aussi dans une communauté? Est-ce qu'il y a des échanges qui existent? Et là, je m'adresse plutôt à celles plutôt qui en font l'expérience, Catherine et Caroline. Caroline, est-ce qu'avec tout cet écosystème d'entreprise, il y a un petit sentiment de communauté, de lieu où on peut progresser ensemble? Déjà, il y a la newsletter de Financité. C'est vrai qu'il permet, on est en veille de newsletter, mais celle-là, je la parcours systématiquement parce que c'est vrai que ça permet de se rendre compte de la communauté justement et de la diversité aussi des entreprises qui le composent. Donc, moi, c'est principalement via la newsletter que je suis connectée avec les différents projets. Catherine, des expériences? Nous, c'est un peu différent puisque dans l'initiative même de Novacitis, on est aussi par ailleurs agréé en tant que coopérative, on est agréé au Conseil national de la coopération en tant qu'entreprise sociale maintenant. À l'époque, on disait coopérative à finalité sociale. Et comme je le mentionnais déjà précédemment, dans nos membres coopérateurs, nos actionnaires coopérateurs, mais aussi partenaires, on a beaucoup d'acteurs qui sont déjà en fait des membres qu'on a cités, donc Financité, SAWB. Maintenant aussi, la Fédération des générations futures est aussi un des partenaires de Novacitis. Et donc, les échanges sont beaucoup plus de proximité pour certaines questions. On a par exemple des enjeux de programmation par rapport au site de la menuiserie qui va aussi être un centre d'émulation par rapport à l'écosystème et qui propose aussi donc des workshops ou des webinaires particuliers sur certaines thématiques, que ce soit l'entrepreneuriat sociétal, que ce soit ces questions-ci précisément. On aura un séminaire qui sera organisé début octobre. Donc pour nous, l'enjeu est plus de proximité puisque ça rentre dans les missions et dans l'objet même du travail fait à la menuiserie, qui par ailleurs est un site
qui composera aussi des espaces de bureau et tout un pôle dédié à l'alimentation durable. Mais les échanges que l'on a ici font partie, en fait, de ce qu'on souhaite pouvoir y contribuer dans le cadre de la visibilité aussi et le développement des entreprises à vocation sociétale. Merci. Une question qui avait été soulevée, Benoît on avait touché un mot dans son mot d'accueil, c'est dans quelle mesure ce type de labellisation privée est plutôt un outil d'évolution incrémentale ou est-ce qu'on est vraiment dans un changement de paradigme? Et la sous-question posée par ce participant, il n'est pas là aujourd'hui, était la question des risques quant aux labellisations privées qui sont basées sur de l'auto-évaluation versus une intervention publique qui créerait des règles similaires pour tous et pour les bons élèves. Je vois Catherine, tu sais peut-être déjà réagir à cette remarque. Oui, parce que ça fait partie des questions qui, pour nous, sont vraiment très importantes. Donc, c'est intéressant que d'autres se posent des questions et qui ne sont pas déjà dans le secteur. Peut-être, hein, si j'entends la question ici, c'est peut-être pas quelqu'un qui était déjà dans le secteur. C'est la différence entre une labellisation qui est une certification donnée pour des critères très objectivables. Par exemple, c'est chiffré, vous pouvez mesurer un impact. Et puis, alors, il y a des démarches qui concernent plus ce que Benoît de Rennes soulignait aussi dans son introduction, qui doivent être concertées sur plusieurs niveaux avec les acteurs, en fait, qui interviennent sur le terrain par rapport à une dynamique, par exemple. Si on parle d'engagement vers un entrepreneuriat social et sociétal, je pense qu'il est fondamental d'insérer à la fois des acteurs, que ce soit les entrepreneurs eux-mêmes, les coopérateurs, les potentiels clients, mais aussi des éléments plus voilà, des acteurs qui auront un rôle plutôt d'arbitrage, par exemple. Donc, pour moi, ça doit être inscrit dans un travail collectif. Élise, compléter. Oui, et la situation est telle qu'en Belgique, il n'existe pas de certification étatique sur le caractère ou non d'appartenance à l'économie sociale, contrairement à ce qui existe en France. Par exemple, nos homologues français qui posent le label Finansol, eux s'appuient sur une certification étatique pour labelliser une série de produits financiers. En Belgique, ça n'existe pas et c'est un grand débat de savoir si oui ou non on pourrait en parler des heures, je ne vais pas ouvrir la parenthèse ici, ce serait utile en Belgique d'avoir une certification ou pas, justement parce que je pense que c'est quelque chose de très évolutif et que l'ensemble des acteurs, c'est une richesse qu'on puisse les mettre autour de la table pour définir quelque chose qui peut être justement évolutif et constructif au fur et à mesure. Et c'est l'idée justement d'avoir un comité du label externe qui va regrouper ces différents opérateurs et qui est tout à fait désintéressé quant à l'issue de l'octroi du label. Ce qu'on n'a pas dit ici, évidemment, c'est que le label, il est entièrement gratuit pour les entreprises qui le sollicitent. Tout le processus est complètement gratuit et les intervenants qui sont au sein du comité du label interviennent aussi de manière tout à fait bénévole dans cet objectif de voilà, faire grandir le secteur et le faire connaître mieux et avec toutes les qualités qu'il Merci. Il y avait une autre question qui avait été posée avant le webinaire par une personne présente aujourd'hui qui touchait à la manière dont on peut arriver à évaluer. Je vais peut-être mixer cette question avec une autre qu'on se posait aussi à la Fondation et qui fait écho à des discussions du premier atelier. Donc, je reviens à la question. C'était comment est-ce qu'on peut évaluer des performances sociétales, de la durabilité, de l'impact positif d'une entreprise par des critères qui seraient totalement objectifs. Et si on prend ici l'exemple de la mention énergie durable, en fait, elle est fonction d'une série de critères. Est-ce qu'on fonctionne ici sur des réponses binaires? Oui, non. Est-ce qu'on fonctionne sur des niveaux d'impact? Et très intéressant aussi, est-ce qu'on peut toujours s'améliorer? Est-ce que, en fait, c'est l'idée que c'est un score qui peut croître? Donc, comment est finalement mesurée cette performance? C'est une photo à un moment, une photo de quoi? Est-ce qu'on peut imaginer continuer à s'améliorer? Est-ce que le label permet cette idée d'amélioration que, par exemple, d'autres labels ont de manière intrinsèque? Lise?
Alors, par rapport au volet énergie durable, oui, c'est une photo au moment où voilà, l'entreprise prend contact avec l'APER. Il y a un seuil minimal requis, mais l'APER va rentrer justement dans un processus de discussion en disant, mais voilà, à ce stade-ci, vous n'avez pas rempli l'ensemble des conditions qui vous font atteindre ce seuil, mais voilà les pistes qui vous permettraient d'y accéder. Et la paire, une fois que ce contact est établi, reste en contact. Si toutefois voilà, l'entreprise désire évoluer, alors il y a une relation d'accompagnement par la paire qui naît sur justement les exigences et voilà, une fois que les exigences minimales sont rencontrées, l'accompagnement peut continuer pour essayer d'accroître voilà, l'impact malgré que le seuil soit atteint. Ça n'est pas exigé, mais c'est tout à fait possible et c'est évidemment dans l'objectif, ça fait partie de l'essence même de la paire, de permettre cet accompagnement sur le plus long terme. Et très souvent, la mention énergie durable prend plus longtemps à atteindre que le label en tant que tel, justement parce que ça nécessite des changements, notamment changement d'opérateur, d'énergie, notamment une réflexion sur tiens, est-ce qu'on ferait un bilan carbone? Ce n'est pas des choses qui se mettent en place du jour au lendemain. Et donc, on est plus dans quelque chose de processus d'accompagnement à plus long terme, oui. Caroline, au sein de Copéo, vous avez cette mention énergie durable. Est-ce que du coup, ça a en effet été dans la direction de certaines collaborations avec l'APER Mais ici, pour nous, c'est un petit peu particulier parce que la mention, ben voilà, comme ça a été dit, c'est surtout pour des entreprises, voir quel est leur fournisseur d'électricité, d'énergie, etc. Nous, on n'a pas vraiment de bureau, en tout cas, c'est vraiment dérisoire, c'est tout petit. Donc, nous, c'était plutôt vraiment dans notre mission même où notre objectif, c'est vraiment notre core business, c'est l'énergie durable. On est vraiment dans la réduction des émissions de CO2. Et alors, il y a aussi cet aspect sensibilisation voilà, d'un large public, citoyen et autres, à réduire ces émissions de CO2. Donc voilà, là, c'était un petit peu particulier. Voilà, mais donc c'est vrai que par rapport à tout ce qui est KPI, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Aussi et voilà, c'est vrai que c'est toujours difficile de trouver des indicateurs qui soient à la fois pas trop restrictifs mais puis qui puissent quand même montrer qu'on est dans la bonne direction, quoi. Il y avait une question, et je pense que c'est la dernière que je vais soulever, qui avait été proposée avant l'atelier, mais que les gens étaient plus en forme au moment de s'inscrire qu'au moment de participer à l'atelier. N'hésitez pas à rajouter vos questions. Il y avait une question sur le fait d'étendre ce type de label à une dynamique plus européenne, et peut-être pour dézoomer progressivement de la Belgique vers l'Europe. Est-ce que, par exemple, en prenant la dynamique française, avec le label Finansol et Solide Finance Solidaire ici, est-ce qu'il y a, Lise, des différences? On a parlé du support de l'État, mais est-ce que globalement, on est sur des choses assez identiques ou est-ce qu'on voit déjà sur deux labels de pays limitrophes qu'on est sur des choses fort différentes, ce qui pourrait déjà nous donner une indication sur la façon dont on peut avancer sur des labels européens? Alors, il y a déjà eu, d'ailleurs, on a participé à un projet européen justement de création d'un label de finance solidaire européen. Et donc, il y a eu déjà toute une série de réflexions là-dessus qui nous a amené à créer notre propre label. On est en contact permanent, notamment avec Finansol. Alors, évidemment, il y a des différences parce que Finansol est une organisation au sein de laquelle se trouve toute une série d'organismes bancaires et le type de financement qui ont le label Finance Solidaire sont en France tout à fait différents du type de produit belge. Ils commencent seulement à faire de la labellisation d'investissement direct dans des entreprises. Eux, on est plutôt sur une labellisation de produits financiers type livret, type fonds de pension. Ils ont aussi une réglementation qui
permet un incitant fiscal quand on investit dans certaines catégories de fonds de pension mis en place par les entreprises. Et les entreprises doivent faire des fonds de pension solidaires avec un volet de la masse salariale qui est récoltée au titre de pension qui doit être réinvesti dans des structures de l'économie sociale. Donc, on est sur vraiment une réalité différente, mais la volonté est vraiment là d'in fine mettre en place une certification qui trace les flux financiers jusqu'à ces entreprises d'économie sociale. Et donc, le travail est vraiment en cours et on se voit quasi mensuellement pour créer des synergies, en tous les cas avec les Français et régulièrement aussi avec les Espagnols. Et donc, c'est un de nos objectifs. C'est sur notre to-do list, mais voilà, on y bosse, on y travaille. Merci pour les précisions. Il n'y a toujours pas de questions, non, j'en ai encore une ou deux sous le coude, donc j'y vais et puis on va quand même bientôt conclure. Mais est-ce qu'on a parlé, et on a eu deux exemples de candidatures qui ont été très fluides finalement, mais est-ce que vous avez souvent un peu des candidatures refusées? Et au-delà de la question, ce qui est intéressant, c'est voir c'est quoi en général, du coup, les pierres d'achoppement, les aspects sur lesquels les initiatives peinent un peu plus et pourraient ne pas obtenir le label. Voilà, pour savoir un petit peu ce qu'on n'a Oui, pas tout vu. à fait. Tout à fait. Alors évidemment, les candidatures sont tout à fait confidentielles, ainsi que le fait qu'elles soient refusées, mais bien sûr, ça arrive régulièrement de voir des candidatures refusées. En général, c'est parce que les entreprises ont, au niveau de leur fonctionnement, des mécanismes qui ne sont justement pas en ligne avec les grands principes et c'est très régulièrement le principe de fonctionnement démocratique qui pose problème parce que en Belgique, il y a toute une série de coopératives qui exercent sous forme coopérative, mais qui n'ont pas forcément inscrit vraiment dans leur mode de fonctionnement les principes qui sont pourtant l'essence même du mouvement coopératif, dont le fait qu'on est sur un homme, une femme, une voix. Et donc, parfois, les entreprises commencent le processus de labellisation et quand ils se rendent compte qu'on est quand même très exigeant sur ces critères-là, alors que légalement, ils ne sont pas forcément tenus de les respecter aussi fort, alors ça pose certains problèmes. Des cas plus compliqués aussi à traiter, c'est quand l'entreprise collecte de l'argent et qu'elle ne va pas elle-même mettre en œuvre des activités économiques, mais que l'argent va ensuite être redirigé vers d'autres structures qui, elles, vont mener des activités économiques. Il faut que ces structures-là mènent des activités d'économie sociale, mais qu'elles aussi aient un fonctionnement démocratique. Et parfois, ce n'est pas forcément le cas. On a parfois des belles coquilles qui collectent l'argent, mais puis après qui vont le réinvestir dans une structure qui n'a pas, elle, tous les prérequis pour pouvoir être labellisée. Donc, à ce niveau-là, ça coince aussi parfois. Et ça arrive, mais on est dans un processus de discussion, comme il était dit, on fait des allers-retours et on ne va en général pas aller jusqu'à un comité du label si on sait que l'entreprise n'a pas une chance de pouvoir obtenir le label. Mais bon, parfois ça arrive quand même et il y a plusieurs entreprises qui passent une fois, deux fois, trois fois et qui du coup modifient leur statut et changent leur mode de fonctionnement pour obtenir le label. Et donc ça, c'est très, très chouette parce qu'on voit cet impact positif de transformation dû au label. Moi, je voulais juste rajouter par rapport à la question relatif au lien entre les labellisés. Financité, on a aussi une mission de conseil sur la construction des produits financiers qui vont chercher l'épargne des citoyens. Et comme on accompagne beaucoup d'entreprises sur ce volet-là, notamment pour que leurs produits soient vraiment très transparents pour les investisseurs, nous, on joue un peu le rôle de relais entre les entreprises et on transmet le savoir, les connaissances et les bons plans, on va dire, d'une entreprise vers l'autre. Alors, elles ne se parlent pas forcément directement, mais nous, on est riche justement de l'expérience de chacune d'entre elles et on essaie de transmettre et même de mettre en lien le plus possible ces entreprises pour que ça ait un effet de levier positif, quoi. Voilà.
Merci. Et en fait, tu peux garder ton micro ouvert parce qu'il y avait une question qui a été posée par Benoît dans le chat qui était sur les questions de, tiens, quels sont les projets, quelles sont les perspectives du label pour le futur au niveau des critères, de la communauté, des attentes envers les pouvoirs publics. Le label Financité dans 1 ou 2 ans, il ressemblerait à quoi? Pour l'instant, donc, et on est très content, on a vraiment un emballement au niveau du nombre d'entreprises qui sollicitent le label. Donc, on est vraiment dans une croissance. Et là, on croise les doigts, demander pour avoir une inscription budgétaire tant en région wallonne qu'en région bruxelloise, parce que si le conseil et la labellisation est pour l'instant gratuite, c'est parce que on est soutenu par les 2 régions pour le faire. Donc ça vraiment, il faut le souligner parce que évidemment, on touche à des objectifs qui sont aussi bien portés par l'une région que par l'autre. Et donc, on va continuer sur la lancée. On a envie, et ça, je vois la question de Benoît, justement, de construire encore plus de cohésion que la newsletter actuelle au sein de la communauté des labellisés en ciblant vraiment peut-être les besoins spécifiques auprès des labellisés et voilà, les attentes envers les pouvoirs publics. C'est déjà, on espère qu'on va pouvoir avoir cette reconnaissance avec un subside plus récurrent parce que pour le moment, c'est chaque année, on remet sur le métier le fait qu'il nous faut un subside pour l'année suivante. Et par rapport à la régulation, on a la chance d'avoir notre directeur Bernard Bayot qui est aussi au sein, enfin, il est au sein du bureau du Conseil national de la coopération. Et donc, on essaye de faire bouger un petit peu le cadre pour qu'il soit plus bénéfique aux coopératives qui sont quand même une grosse partie de nos labellisés. Et oui, par rapport au volet taxation et défiscalisation des entreprises de l'économie sociale, on est aussi évidemment en réflexion par rapport à ça. Et une bonne partie de notre mémorandum, dans le sens que Financité a des activités beaucoup plus larges que juste la labellisation, au niveau de notre mémorandum et de notre plaidoyer, on essaye vraiment que voilà, l'économie sociale soit reconnue dans ses particularités et puisse bénéficier d'incitants fiscaux spécifiques. C'était le cas jusqu'en 2018. Quand on investissait dans une coopérative, on avait un incitant fiscal spécifique. 2018, ça a été étendu à toutes les entreprises. Donc, si on a investi dans du capital de Coca-Cola, qui est très bien par ailleurs, je n'ai rien contre Coca-Cola, ou dans Copeos ou Novacitis, on a la même déductibilité fiscale. Et nous, on aimerait bien qu'évidemment, il y ait une petite canalisation qui favorise les flux vers l'économie sociale. Mais donc, on y travaille en coulisses, mais je ne peux pas en dire plus à ce stade sur l'aboutissement potentiel de ce travail. Mais on n'y travaille pas tout seul, heureusement. Donc, voilà. Merci pour ces perspectives. Peut-être pour clore cet atelier, peut-être un petit mot de la fin, une petite observation finale, un petit commentaire final de Catherine et de Caroline au vu de ces échanges, ce que vous voudriez peut-être partager avec les participants. Catherine? Le micro n'est pas activé, voilà. Voilà. Donc, je disais, ce qui me semble intéressant, c'est que vous ayez reçu ou vous posiez vous-même des questions sur l'évolution de ces principes. Il est clair qu'il y a des labels qui existent déjà depuis un moment avec certains acteurs qui connaissent très bien le secteur de la finance solidaire et autres. Mais je trouve très, très intéressant que beaucoup d'entreprises, d'associations ou de potentiels actionnaires ou coopérateurs ou obligataires souhaitent aussi que ces questions-là puissent être appropriées par des communautés et des collectifs, que ce soit en Belgique, mais aussi en dehors de nos frontières, en tout cas en concertation entre plusieurs acteurs. Je pense que ça a beaucoup de sens. Et je suis intéressée d'entendre que d'autres se posent cette question-là aussi. Merci Catherine. Caroline? Oui, ben moi je dirais que je suis très contente d'avoir participé aujourd'hui à ce webinaire parce que c'est vrai on soutient à 100% le label. Pour nous, c'est vraiment un super outil pour inciter l'entrepreneuriat durable et social, pour le renforcer et le soutenir et apporter la crédibilité.
et qu'il fait de manière très cohérente et très globale. Donc, j'ai envie de souhaiter une longue vie et une belle expansion au label. Cali, j'espère que tous vos labellisés sont des ambassadeurs et des ambassadrices aussi enthousiastes que Catherine et Caroline. En tout cas, merci d'avoir partagé voilà, cette confiance dans le label tel que vous l'avez expérimenté. Peut-être pour le petit mot final, si Benoît, tu souhaites partager aussi un dernier petit commentaire avant qu'on ne se Mais ce que je dirais au plus simple, c'est de dire qu'en tout cas que la Fondation pour les générations futures, dans l'ensemble de ces démarches elle-même d'investissement, elle va continuer à utiliser le label comme un élément assez clé de son analyse et qui permettent de pouvoir choisir plus facilement dans des coopératives, dans des projets qui se déploie aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, on pourra aussi faire levier de manière à envoyer le message à terme, de dire, écoutez, vous avez envie de nous proposer qu'on investisse chez vous, mais pourquoi ne commencez-vous pas par passer par la case label financité? Ce serait peut-être la manière la plus simple de faire un levier commun sur la création d'une communauté, voilà, tout simplement. Alors, ce ne sera sans doute pas le seul critère, comme vous le savez, on en a d'autres, mais en tout cas que celui-là puisse tout doucement s'imposer comme étant une référence essentielle, ça nous semble très, très important. Eh bien, merci Benoît, merci à tous, merci aux oratrices. Le replay sera disponible à partir de la semaine prochaine et à partager sans modération. On vous donne rendez-vous avec la Fondation pour d'autres beaux rendez-vous à la rentrée, avec nos lauréats étudiants entrepreneurs, lors du SDG Forum qui aura lieu le 5 octobre. Voilà, des rendez-vous, on espère pas tous virtuels, probablement d'ailleurs une partie en présentiel. Et voilà, d'ici là, bon début d'été à tout le monde. Merci pour votre participation. À très bientôt.